Des avions de chasse américains B-1B et F-15E ont décollé dans un silence total avant même le lever du soleil sur le ciel du Moyen-Orient. Leur objectif? Attaquer un réseau de lancement de missiles Houthis dissimulé au cœur du territoire hostile. Selon les experts, il s'agit de l'une des frappes aériennes les plus précises et les plus inattendues de ces dernières années. La véritable question est de savoir quel type d'opération les États-Unis menaient dans un tel secret et quelles cibles étaient éliminées secrètement sans laisser de traces. Ensemble, utilisons les secrets de la marine pour obtenir des réponses. L'opération était en cours, en sol, dans le calme et avec la plus grande prudence, bien avant la chute de la première bombe. À la faveur de l'obscurité, les équipes au sol d'une base aérienne américaine avancée au Moyen-Orient préparaient une flotte de F-15 et Strike Eagles et de bombardiers B-1B Lancer pour une attaque qui se devait d'être parfaite. Chaque système devait fonctionner parfaitement et chaque arme avait une cible. Des munitions d'attaque directe interarmées, JDAM. Des bombes guidées par GPS conçues pour atteindre des cibles fixes avec une précision exceptionnelle étaient installées à bord des bombardiers B-1B. Des bombes anti-bunker GBU-31, puissantes bombes conçues pour détruire des bunkers hautement protégés ou des centres de commandement profondément enfouis, étaient chargées à leur côté par des spécialistes. Au cours de cette mission, ces armes devaient effectuer des opérations de levage difficiles, perforant l'acier et le béton pour atteindre les installations ennemies. Une liste de contrôles rigoureuse était respectée à chaque étape du chargement. Pendant que les experts vérifiaient les connexions entre les mécanismes de largage de l'avion, les camions de chargement de bombes mettaient les explosifs en place. Ils ont vérifié l'étalonnage du GPS, examiné les liaisons de ciblage et vérifié le bon fonctionnement des dispositifs de détonation. À ce stade, une seule erreur pouvait entraîner l'échec de la mission, voire un crash catastrophique au sol. L'équipement des chasseurs F-15E a été modifié. Ces avions étaient équipés de missiles air-sol et de bombes guidées laser, capables d'atteindre des cibles mobiles telles que des véhicules ennemis, des sites radars ou des brouilleurs électroniques. Leur rôle était double: assister les B-1B en éliminant les derniers dangers et, si nécessaire, défendre la formation d'attaque. Dans un espace aérien à haut risque, cela exigeait rapidité, précision et réactivité. Le secret ajoutait à l'intensité de cette phase. La base était strictement confinée. La ligne de vol était réservée aux personnes essentielles à la mission. Il n'y avait pratiquement aucun bruit pendant toute l'opération. Rien, hormis le bourdonnement ambiant des générateurs, des codes radio et des trousses à outils. Le désert était calme à l'extérieur, mais à l'intérieur de la barrière, tout bougeait et se concentrait. Les pilotes ont commencé à arriver ici, équipés à bloc, dès les dernières vérifications. Ils ont examiné les renseignements en temps réel dans les salles de briefing, notamment les interceptions de communication, les cartes satellites et les images de drones. Ils ont examiné les profils de risque révisés, les zones radars hostiles et leurs itinéraires de vol. Chaque membre de l'équipage devait comprendre non seulement son rôle personnel, mais aussi la manière dont ces activités s'inscrivaient dans le calendrier global de la mission. Tout était une question de timing. La frappe aurait lieu dans un laps de temps très court, tôt le matin, juste avant le lever du soleil, alors que les opérateurs ennemis étaient probablement opérationnels, mais que la visibilité au sol était encore faible. Cela minimiserait l'exposition et maximiserait les chances de succès des avions américains. Chacun savait que quelques secondes pouvaient faire la différence entre une frappe franche et une occasion manquée, y compris les planificateurs de mission et les équipes d'armement. Cette phase de préparation démontra la véritable supériorité aérienne américaine, non seulement grâce aux avions, mais aussi grâce à la précision, à la discipline et à l'entraînement de ceux qui les préparent aux missions. Le champ de bataille changeait avant même le rugissement d'un moteur ou le largage d'une bombe. Parfaitement préparés, les avions et les bombardiers volaient en formation parfaite, plongeant profondément en territoire ennemi.
L'opération passa à l'étape cruciale suivante. Le lancement et l'entrée dans le ciel hostile. Une fois toutes les armes chargées et les dernières vérifications terminées. Les moteurs vrombirent dans l'obscurité à l'heure précise prévue. Alors que le bombardier quittait son bunker fortifié, le sol vibra au son grave des 4 réacteurs du B-1B. Les F-15E Strike Eagle, avec leur système de post-combustion ardent sous les ailes, se mirent en position peu après. Il n'y eut ici aucune démonstration de force. Il s'agissait d'un dispositif d'attaque actif, volant en formation serrée, avec pour seul objectif d'atteindre ses cibles discrètement, de tirer avec précision et de revenir en toute sécurité. Le plan de vol était minutieusement planifié. Les pilotes connaissaient parfaitement leur poste, leur profil de vitesse et leurs altitudes. La route empruntée par chaque avion était planifiée de manière à minimiser sa signature radar tout en maintenant la communication entre les plateformes. Le groupe d'attaque était commandé par le B-1B. Il était conçu pour voler à des vitesses subsoniques élevées et emporter une charge utile considérable lors de vols long courriers. À différentes altitudes, ses ailes s'inclinaient automatiquement pour améliorer la mobilité. Les systèmes radars et de navigation par satellite ont coopéré pour guider l'avion au-delà des crêtes, des vallées et jusqu'à la zone de largage. Le bombardier volait suffisamment bas pour rester hors de portée radar le plus longtemps possible, tout en restant suffisamment haut pour assurer sa sécurité. Les F-15E soutenaient le B-1B. Ces avions n'étaient plus que de simples escorteurs. Ils avaient leurs propres objectifs et missions d'attaque. Pour éviter les radars ennemis, ils volaient plus vite et plus bas, tout en masquant le paysage. Pour passer inaperçus jusqu'au dernier moment, ils ont dû utiliser des couvertures naturelles et se faufiler dans les méandres des collines. Leurs cibles étaient vérifiées, leurs armes préparées, et les moyens de surveillance américains, notamment les AWACS et les drones, suivaient chaque instant du vol. Le groupe était également protégé par des avions de guerre électroniques comme l'E-18G Growler. Ces plateformes bloquaient ou perturbaient les radars ennemis grâce à des technologies de brouillage sophistiquées. Les Growlers répondaient par des signaux qui interféraient avec les systèmes de ciblage dès qu'ils détectaient une impulsion radar. Le groupe d'attaque bénéficiait d'un avantage crucial grâce à ce nuage électronique, notamment à mesure qu'il progressait dans l'espace aérien restreint. Une coordination régulière était assurée entre les appareils. Les pilotes communiquaient via des canaux cryptés, échangeant confirmation de cible, informations radar et mises à jour de localisation. Les centres de commandement de mission recevaient des données en temps réel des drones ISR, des satellites et des stations terrestres. L'opération s'est transformée en un réseau mouvant d'humains et de machines, coordonné dès le décollage du premier avion. La force de frappe n'a rencontré aucune opposition, même en pénétrant dans un espace aérien potentiellement hostile. Les défenses radars au sol ont réagi trop lentement aux avions ennemis ou n'ont pas réussi à les détecter. Et aucun avion ennemi ne volait dans le ciel. Une collaboration acharnée et une planification méticuleuse en sont directement responsables. Être invisible ne se résume pas à être furtif en combat aérien contemporain. Tout est une question de timing, de rapidité et de capacité à agir avant même que l'adversaire ne s'aperçoive de votre présence. Lorsque la formation s'approcha du point de largage, chaque système avait accompli sa tâche. Les portes de la soute à bombe s'ouvrirent. Les systèmes de guidage laser furent mis en service. L'attaque n'était plus qu'à quelques secondes. Les cibles étaient verrouillées et le ciel était silencieux. Le champ de bataille allait changer en quelques secondes, sous l'effet des bombes. Tout s'accéléra tandis que le groupe d'attaque effectuait sa dernière approche. Les portes de la soute à bombe du B-1B lancé s'ouvrirent simultanément, révélant une rangée de puissants missiles anti-bunker JBU-31 et de JDAM guidés par GPS. Chaque arme disposait de coordonnées précises préprogrammées. Tous les systèmes étaient désormais opérationnels. Le moment était venu d'attaquer. La première vague de bombes tomba de l'avion avec précision au signal du commandant. En quelques secondes, elles fonçaient vers leur cible.
des centaines de mètres plus bas. Les bombes ajustaient leur trajectoire en vol pour tenir compte des mouvements et du vent grâce à des dispositifs de ciblage embarqués et à des données satellites. Les cibles n'étaient pas choisies au hasard. Elles comprenaient des infrastructures utilisées par les dirigeants ennemis pour planifier leurs attaques, des stocks de munitions fortifiés et des bunkers de commandement souterrains. L'effet fut instantané. Les impacts directs furent vérifiés grâce à des images de drones et des photos satellites. D'épais panaches de fumée s'élevèrent de la zone ennemie tandis que le ciel matinal était illuminé par des explosions massives. Certains bunkers présentaient des détonations secondaires visibles sur des scanners infrarouges, probablement dus à des impacts sur des dépôts de munitions. Il ne s'agissait pas de simples coups superficiels. Pour stopper les activités en leur cœur, ils creusaient profondément et déchiraient le béton armé. Entre-temps, les F-15E Strike Eagle ont mené à bien la deuxième phase de la mission. Ils ont manœuvré pour engager des cibles secondaires et des menaces de mobilité en volant plus vite et plus bas. Parmi ces cibles figuraient des convois de véhicules tentant de se déplacer après la première vague, des sites radars et des centres de communication. Les chasseurs ont mené des attaques précises à l'aide de missiles air-sol et de bombes guidées laser, frappant des cibles à quelques mètres de leurs emplacements désignés. Plusieurs véhicules blindés et au moins 4 radars ont été détruits dans la zone d'opération. Selon des drones de surveillance, tout au long de la frappe, une couverture vitale a été assurée par des moyens de guerre électroniques tels que l'EADG Growler. Le groupe d'attaque est resté indétectable, les équipements de brouillage ayant brouillé les signaux lorsque le radar ennemi tentait de le verrouiller. La mission a été rendue possible grâce à la coordination des avions offensifs et défensifs, qui a permis aux bombardiers et aux chasseurs de voler librement dans l'espace aérien contesté. L'interaction a duré moins de 10 minutes. Cependant, des éléments importants du système de commandement et de contrôle ennemi ont été détruits en si peu de temps. Le timing de la frappe, outre la puissance de feu, a été la clé de son succès. Le moment avait été soigneusement choisi par les experts du renseignement. Ils supposaient que les dirigeants ennemis seraient sur le terrain aux premières heures du matin, d'après les mouvements des satellites et les conversations interceptées. Outre la destruction des infrastructures, l'objectif était de déstabiliser le commandement ennemi et de retarder toute action ultérieure. Dans le conflit actuel, chaque seconde compte. Cette frappe a démontré la capacité de l'armée américaine à détecter, planifier et mener une opération presque sans délai. L'ennemi n'a bénéficié d'aucun avertissement, n'a pas préparé son attaque et n'a pas eu le temps de réagir. L'attaque était déjà terminée lorsqu'ils ont pris conscience de la situation. Les images en direct ont révélé que des incendies faisaient toujours rage dans plusieurs zones, tandis que la poussière commençait à retomber. Les communications locales ont été coupées. Les transmissions radio de l'ennemi ont été interrompues. En une matinée, le champ de bataille avait basculé et la chaîne de commandement avait été perturbée. Tant que le groupe d'intervention n'était pas rentré, le travail n'était pas terminé. Et partir était aussi important qu'entrer. Mener la frappe à terme n'était que la moitié du travail. Rentrer au pays sans subir de pertes était l'autre étape. La force de frappe a entamé son retrait coordonné dès que les dernières bombes ont touché leur cible. Pour que les avions puissent quitter l'espace aérien hostile en toute sécurité, sans être repérés ni attaqués, il était nécessaire de combiner vitesse, altitude et couverture électronique. Des altitudes plus élevées permettaient aux bombardiers B-1B de consommer moins de carburant et d'avoir une plus grande portée radar. Pendant ce temps, les F-15E changeaient de cap pour créer un écran défensif. Le ciel était encore dégagé, mais ces chasseurs étaient prêts à affronter toute menace de dernière minute. Les précédentes opérations de brouillage des EA-18G Growler continuaient d'interférer avec les radars ennemis, permettant au groupe d'attaque de s'échapper sans être détecté pendant des minutes cruciales. Les pilotes continuaient de recevoir des données en temps réel des avions AWACS effectuant la surveillance aérienne.
La réaction aurait été instantanée si des chasseurs ennemis avaient décollé ou si des systèmes de missiles s'étaient déclenchés. Cependant, aucun n'est arrivé. La rapidité et le silence de l'attaque avaient atteint leur objectif. L'opposition n'a pas eu le temps de se regrouper ni de planifier une contre-attaque. Des KC-185 Stratotankers attendaient en vol pour ravitailler les avions en vol lors du retour. Grâce à ces opérations de ravitaillement, les avions ont pu éviter les atterrissages inutiles et rester prêts à engager des combats supplémentaires si nécessaire. Les avions restèrent en formation, surveillant le ciel et maintenant leur système de défense opérationnel, même pendant le ravitaillement. Le personnel au sol était déjà sur place, prêt à diriger l'avion. Sans tarder, chaque avion arriva dans l'ordre prévu, l'un après l'autre. Les données de vol ont été récupérées pour examen et les équipes de maintenance ont rapidement vérifié les dommages. Entre-temps, les pilotes se sont rendus en salle de débriefing de mission pour échanger leurs observations et obtenir des mises à jour des renseignements après l'impact. Outre la destruction de cibles ennemies, la mission a été remarquable par le fait qu'aucun avion américain n'a été perdu ou endommagé. Ce résultat démontrait l'efficacité de l'organisation, de la coordination et de l'intégration de plusieurs types d'avions aux fonctions distinctes. Les États-Unis n'avaient laissé aucune trace dans les airs après avoir frappé profondément le territoire ennemi en quelques heures. C'était un exemple typique de la puissance aérienne moderne pour les analystes militaires. Chaque action, du lancement de la mission au retour sain et sauf, respectait un calendrier rigoureux et faisait appel à des systèmes de pointe pour réduire les risques. Il ne s'agissait pas seulement de faire preuve de force, mais de gérer la vitesse du champ de bataille. D'autres observateurs présents dans la région ont également reçu un message de cette frappe. Pour avoir un effet, les États-Unis n'ont pas besoin d'envoyer de forces terrestres. Ils peuvent frapper rapidement, avec force, et disparaître avant que quiconque puisse réagir, s'ils disposent de l'équipement et des connaissances nécessaires. Cependant, les véritables effets de cette opération dépassèrent largement le champ de bataille. Ils se firent sentir dans toute la région, dans les capitales, les centres de commandement et les plans concurrents. L'efficacité de cette frappe aérienne fut évaluée à l'aune du message qu'elle véhiculait dans la zone, ainsi que du nombre de cibles détruites. L'impact réel de l'opération s'est étendu bien au-delà du ciel yéménite, même si elle s'est conclue sans pertes américaines et que toutes les cibles ont été touchées. Il s'agissait d'une démonstration de force bien planifiée, dirigée spécifiquement contre les adversaires des États-Unis, en particulier l'Iran. Les États-Unis ont rappelé à leurs ennemis qu'ils peuvent frapper en profondeur sans déployer de troupes au sol en déclenchant une attaque rapide et précise. Cela a prouvé qu'en termes de timing, de coordination et d'efficacité, la puissance aérienne américaine demeure inégalée. Le message était clair pour l'Iran. Soutenir des groupes mandataires comme les Houthis a de réelles répercussions. Ces répercussions pourraient surprendre. Selon les analystes de la défense, cette frappe a perturbé les communications entre les rebelles Houthis et les agents iraniens, ainsi que les opérations locales. Suite à l'attaque, des rapports ont fait état d'une forte baisse de l'activité radio-cryptée, ainsi que d'ajustement des procédures logistiques et de changement de direction. Bien qu'il s'agisse d'indicateurs mineurs, ces éléments suggèrent une perturbation plus importante de la chaîne de commandement. Parallèlement, la frappe a remonté le moral des alliés régionaux des États-Unis. Cette action a été interprétée comme une démonstration de l'engagement continu de Washington, faveur de la stabilité régionale par des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, fréquemment menacés par les drones et les missiles Houthis. Les États-Unis ont démontré leur volonté d'agir après des semaines de recrudescence des attaques sur les lignes maritimes de la mer Rouge. De plus, cela a ravivé un débat discret au Congrès et au Pentagone. L'emploi de la puissance aérienne dans les conflits contemporains doit-il être reconsidéré? Selon certains experts, ce type d'action démontre la véritable valeur des frappes aériennes rapides et ciblées dans le contexte actuel de guerre hybride.
Les États-Unis peuvent désormais relever des défis mondiaux grâce à des missions plus modestes et plus intelligentes plutôt qu'à de grands conflits. Une frappe bien planifiée et opportune peut forcer un adversaire à repenser sa stratégie ou à reporter une catastrophe plus grave. Le rôle de la technologie est un autre enseignement crucial. Cette opération a démontré comment les capacités contemporaines, telles que le brouillage électronique, la surveillance par drone, la surveillance par satellite et les munitions de précision, peuvent transformer de petites actions en résultats significatifs. L'efficacité de leur utilisation était plus importante que le nombre d'avions déployés. Une telle efficacité est essentielle, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir une présence militaire sans déclencher des hostilités plus étendues. Enfin, la déclaration la plus retentissante a peut-être été le silence qui a suivi la frappe. L'Iran n'a fait aucune déclaration retentissante et les Houthis n'ont pris aucun risque. Le silence s'est installé sur le champ de bataille pendant un moment. Et dans une région instable, ce genre de retard et de tension est souvent le meilleur résultat. Ce qui se passe après la grève est tout aussi important que la grève elle-même. Dans une période où les dangers évoluent rapidement et où la paix est précaire. Même si la grève a été de courte durée, ses effets perdureront pendant des années. Cette opération a démontré que la véritable force réside dans la précision, la rapidité et le silence. À une époque où la puissance militaire est souvent déterminée par les gros titres et le nombre de soldats, les États-Unis n'ont pas eu besoin de lancer une grande campagne après leur intervention, ni de faire une annonce préalable. Il a suffi d'un coup bien exécuté pour changer l'élan du champ de bataille et contrecarrer les plans de l'ennemi. Cette mission était une démonstration de ce à quoi ressemble le combat au 21e siècle, et pas seulement une frappe aérienne. Elle a fait appel à la coordination plutôt qu'à la force brute. Elle a privilégié le timing plutôt que les longs engagements. Et elle a produit des résultats discrets plutôt que des menaces hurlantes. La mission a rappelé au monde que l'armée américaine peut encore projeter sa puissance rapidement, avec détermination et sans grand danger pour son propre personnel. Le message était clair pour les opposants attentifs, en particulier ceux qui, comme l'Iran, utilisent des forces par procuration. Vos réseaux peuvent être attaqués. Cette situation a rappelé aux partenaires régionaux, de plus en plus sous pression, que l'engagement des États-Unis en faveur de la stabilité au Moyen-Orient est indéfectible. De plus, elle a fourni aux analystes et planificateurs militaires un exemple concret de la manière dont des opérations à force limitée, basées sur le renseignement, pouvaient atteindre des objectifs qui nécessitaient auparavant des bataillons entiers. Cette frappe fut remarquable non seulement par les destructions, mais aussi par le peu de moyens nécessaires pour avoir un impact stratégique. Une menace fut éliminée, un réseau réduit au silence et une ligne de démarcation redessinée en quelques minutes. Car, dans le monde moderne, faire du bruit n'est pas toujours une dissuasion efficace. Les messages les plus percutants peuvent parfois être transmis dans un silence presque absolu, avec précision, expertise et de manière inattendue. Et lorsque la fumée se dissipe, il ne reste plus que le souvenir de l'impact, mais aussi la conscience que toute menace pourrait le reproduire à tout moment. C'était plus qu'une simple frappe. C'était une démonstration de force bien planifiée, un jeu d'échecs aérien qui a révélé les faiblesses des systèmes de défense intégrés iraniens, tant sur le plan numérique que physique. Il est inhabituel que 12 avions de chasse américains soient lancés simultanément. Le message est clair. Les États-Unis continuent de donner le ton à chaque conflit auquel ils décident de participer. D'un point de vue purement tactique, l'opération fut un chef-d'œuvre de timing, de désorientation et de discipline de tir. Les 8 avions restants suivirent le relief et bénéficièrent d'un blindage ECM pour pénétrer discrètement, tandis que 4 avions maintenaient une stratégie de diversion à haute altitude près du golfe Persique, attirant les radars et les forces de défense aérienne iraniennes vers l'est. Il était déjà trop tard lorsque l'Iran découvrit le véritable itinéraire de l'attaque. Le génie de cette frappe ne réside cependant pas seulement dans sa précision,
mais aussi dans la manière dont elle a empêché l'escalade. Aucune cible civile n'a été touchée. Aucun membre du personnel iranien n'a été tué. Au contraire, les stations de relais de commandement, les hangars à drones et les sites radars ont été rendus inutilisables. Seuls quelques pays sont capables de maintenir l'équilibre stratégique dont les États-Unis ont fait preuve en faisant preuve d'une capacité écrasante sans déclencher une riposte de grande ampleur. Les conséquences sont alarmantes pour l'Iran. Leur dispositif défensif a été entièrement déjoué en quelques minutes. Malgré des années de construction de systèmes de missiles solaires et la couverture radar du détroit d'Ormuz, ils ont perdu confiance dans la théorie du déni à plusieurs niveaux, selon laquelle la survie est assurée par la superposition de systèmes de détection et de réaction. Ce ne sont pas seulement les avions qui les ont pris au dépourvu, mais l'ampleur de leur aveuglement. Cela a des répercussions géopolitiques. Des questions circulent désormais au sein du pouvoir iranien. Comment les chasseurs américains ont-ils pu s'approcher si près? Les moyens de communication interne ont-ils été compromis? Une taupe est-elle présente? Ou est-ce que simplement que, malgré tous les efforts de l'Iran, la technologie militaire américaine a encore des années d'avance? Cela pourrait avoir un effet domino sur la philosophie militaire iranienne. Les radars et les réseaux d'alerte précoce perdront probablement de leur crédibilité. La charge logistique pourrait s'accroître à mesure que les commandants déplaceront plus fréquemment leurs moyens mobiles. Il est possible de déplacer des batteries de missiles vers l'intérieur des terres, mais cela exposerait les sites côtiers. Alors que les dirigeants cherchent des boucs émissaires, la paranoïa pourrait se développer en politique intérieure comme en défense. Entre-temps, l'impact psychologique d'un coup aussi net et incontesté est insurmontable. Non pas lorsque les balles sont tirées, mais lorsqu'elles n'ont eu aucune chance, le moral des militaires décline. Les équipages et les opérateurs aériens iraniens doivent désormais composer avec le fait terrifiant que l'opération est déjà terminée lorsqu'ils s'en rendent compte, ce qui signifie que leur temps de réaction est dérisoire. Pendant ce temps, les alliés régionaux des États-Unis surveillaient la situation. Le message était clair. D'Abu Dhabi à Amman, de Riyad à Tel Aviv, la capacité de l'Amérique à projeter sa puissance n'a pas diminué. Cela n'avait rien à voir avec les combats. La crédibilité était en jeu, et l'Iran a payé un lourd tribut pour sa crédibilité. Cette frappe rééquilibre le calcul de la dissuasion à l'échelle mondiale. Son armée était trop prudente, trop bureaucratique ou engluée dans des engagements hérités du passé, selon ses opposants qui affirmaient que la politique étrangère américaine avait pris des tournants ces dernières années. L'inverse s'est produit avec cette opération. Elle a prouvé que Washington est capable d'agir rapidement, de manière décisive et inattendue lorsqu'il le décide. L'incertitude est ce qui rend cette situation particulièrement risquée pour les ennemis. L'Iran n'y était pas officiellement préparé et n'y a pas été informé. Il n'y a eu ni théâtre politique, ni conférence de presse, ni concentration de troupes. Un tel silence opérationnel est rare et effrayant à l'heure de la surveillance numérique et des fuites. Il implique que de futures attaques visant des ressources encore plus vitales pourraient survenir avec beaucoup moins de préavis. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? La situation change pour l'Iran. Ils savent désormais qu'il ne faut pas croire que tester des missiles à longue portée ou mettre en danger les voies navigables locales resterait impuni. Ils mesurent désormais le prix à payer s'ils pensaient que leurs drones pouvaient harceler des navires sans en subir les conséquences. Plus important encore, ils ne se font plus d'illusions. L'Amérique a perdu la volonté ou la capacité d'agir. À l'intérieur, le gouvernement iranien va probablement se concentrer sur le renforcement du contrôle, l'intensification de la surveillance interne et le licenciement des commandants jugés peu fiables. Il pourrait tenter d'éviter une escalade en présentant la frappe américaine comme une agression venue de l'extérieur. Cependant, le monde et la région en sont conscients. Selon Washington, la mission a atteint plusieurs objectifs. Elle a détruit des cibles stratégiques, rappelé aux ennemis l'importance de la dissuasion, rassuré les alliés
et démontrer aux États-Unis qu'il était possible d'utiliser la puissance sans recourir à la guerre. Une manœuvre à haut risque produisant une pression maximale sans répercussion est un exploit rare dans la doctrine militaire contemporaine. C'est pourquoi les académies militaires continueront d'étudier cette frappe pendant des années, non seulement pour son déroulement, mais aussi pour ses effets plus larges, qui ont notamment réorienté les alliances, modifié le comportement de l'ennemi et rappelé qu'en s'unissant, la puissance écrasante, la patience et la précision sont invincibles. Cette mission a démontré la précision, la rapidité et la coopération remarquables avec lesquelles la puissance aérienne contemporaine peut être utilisée. Les forces américaines ont rééquilibré la région et désorganisé les réseaux de commandement ennemis sans subir de pertes. Il s'agissait d'une déclaration planifiée, Silent COs, mais incontestablement puissante, plutôt que d'une simple démonstration de force. Des missions comme celle-ci montrent comment une frappe bien planifiée peut avoir un impact maximal avec une faible empreinte dans le monde dynamique des conflits.